Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de récession, de crise économique, de balancer son portefeuille, des secteurs défensifs, etc. Puis je voulais vous dire que vous le savez, mon opinion par rapport à tout ce qui est les chutes, les crises, modifier son portefeuille, etc. Réaligner son portefeuille quand ça chute de quelques pourcentages, des gros titres, des posts Facebook, etc. Puis là, à date, si on regarde, je vais regarder dans mes notes si vous m'écoutez sur, YouTube. Déjà, là, on est le 20 mars, OK? Vendredi 20 mars, les marchés viennent d'ouvrir puisqu'il est tôt, le matin, 9h30, pas si tôt que ça. À date, si on fait un petit, retour en date du 20 mars, on est environ à 5,6 du sommet historique qui était du S&P 500 le 28 janvier. Donc oui, il y a un contexte, économique avec, la guerre, en Iran, il y a avec, l'Ukraine et la Russie, il y a Israël-Palestine et des conflits, il y en aura malheureusement toujours. Il y aura ça en tout cas, toujours est un grand mot, mais je pense que ça va persister toujours, qu'il y aura toujours des dirigeants qui vont vouloir aller à la guerre, qui vont vouloir plus, qui vont vouloir prendre des pays et cetera, que ce soit Trump, que ce soit Poutine, que ce soit peu importe qui. Donc faut quand même sortir, nous, un petit peu de cette, sphère-là parce que des mauvaises nouvelles, il y en aura toujours si vous voulez, creuser et regarder. On voit qu'il y a dans des pays où est-ce que, les chrétiens sont persécutés. On voit d'autres pays où c'est les femmes qui sont, persécutées également, qui sont, qui se font maltraiter et cetera. Donc je dis pas de faire fi de ça, que ça n'existe pas. Je dis juste que pour nous, en tant qu'investisseurs, à un moment donné, faut qu'on soit quand même plus focus sur ce qui se passe. Donc je vous disais, en date du 20 mars, on a 5,6 du sommet historique, qui n'est pas grand-chose. Je vais vous parler un petit peu après des statistiques. Vous allez voir que, bon, est-ce que ça va continuer à chuter? Mais je ne le sais pas. Est-ce que ça va remonter? Fort probablement, puis ça aussi je vous en parle un petit peu après. Au niveau du TSX 60, donc en date d'aujourd'hui, on est à 7 du sommet. TSX 60, les 60 plus grandes compagnies au Canada. On est à 7 du sommet qui était le 2 mars. Je l'ai dit, on est le 20 mars, donc ça fait pas des décennies ou des mois et des mois. On est proche du sommet. Il y a des soubresauts et ça arrive et 5, ce n'est pas grand-chose. Alors là, si vous voyez que vous devez rebalancer, acheter un petit peu plus d'or et que vous devez là, il faudrait rajouter des pays émergents, des pays internationaux et cetera. Ce n'est pas la bonne méthode à faire. Surtout pas quand vous réagissez sur des nouvelles comme ça, économiques ou des nouvelles dans le contexte, mondial. Au niveau des pays émergents et des pays internationaux, on est à 8 du sommet historique qui était le 26 février. Donc vous voyez, on a dit 28 janvier pour les US, 2 mars pour le Canada et 26 février pour les pays émergents et les pays internationaux. Donc on n'est pas si loin. Ça a chuté, oui, il y a un contexte à ça. Le prix du pétrole vient d'augmenter. Là, le dollar américain était à son plus bas. L'or, il vient d'avoir hier une grosse débarque. Je pense qu'on a perdu, quasiment, un peu plus que 10 si ma mémoire est bonne. Il faudrait que je regarde, l'or, mais dans le sens que ça va ça baisse, ça monte. Ouais, hier, on a perdu une bonne débarque. Si on regarde l'or au niveau du sommet historique à aujourd'hui, on est aux alentours là, de 30. Je ne sais pas si j'ai le bon indice. Je vais regarder ça pour que on puisse, heu, on puisse être correct sur nos informations. Donc cette pause, vous est présentée par, Héritage et Simon. Donc, sommet historique, on a eu une grosse montée, hein. On est aussi à peu près 30. On est revenu au même prix de l'or qu'on était, par exemple, qui a déjà été à ce niveau-là. C'est quand même intéressant de voir ça. Je vais essayer de parler bien dans mon micro. On est au même prix qu'il était en 2022, qu'il y avait eu un sommet historique en 2022, une grosse poussée et on était là en 2022, en avril 2022. Ensuite, on est allé retoucher ce prix-là en 2024, puis après ça a augmenté beaucoup dernièrement et là, ça vient de rechuter et je pense que le silver, c'est exactement la même chose, donc tout ce qui est les matières un peu plus premières, là, les commodités, on va les appeler comme ça, qui est aussi une grosse débarque. Donc, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il ne fallait pas investir dans l'or? C'est pas ça que je dis juste que ça chute et on ne peut pas le prédire et c'est ça qui est un petit peu comique, c'est qu'on peut pas le prédire. Par contre, quand ça arrive,
il y en a beaucoup qui vont nous dire: «Ah oui, mais ça, c'est à cause de ça». Ils ont toujours des explications quand ça arrive, mais ils étaient pas capables de dire que ça allait arriver. Pourtant, s'ils sont capables de l'expliquer parce que le dollar américain était à son plus bas, il y a la guerre, bah, ça arrive. Ils auraient pu dire: «Oui, mais j'aurais pu le prédire finalement». Si je suis capable de l'expliquer aussi bien avec autant de bonnes théories, donc petit, message. On parle de crise, récession. C'est quoi une récession? C'est un ralentissement économique sur une période de 2 trimestres. Et là, attention, ce n'est pas parce que la bourse chute qu'on est en récession et c'est pas parce que l'économie va bien que la bourse va bien aller. Ce sont des choses qui ont, oui, certes une corrélation, mais qui peuvent être aussi prises de façon distincte. Donc ne pas l'oublier. Quand il y a une récession, ce que ça fait, beh et vous allez voir que c'est une forme de cycle, c'est diminution de la consommation. Par exemple, on va moins au resto, on va pas s'acheter notre voiture, qu'on voulait s'acheter, on va pas aller dans nos vacances, bah, au lieu de prendre 2 semaines de vacances, on va prendre une semaine, puis on va faire attention. Donc diminution de la consommation. Habituellement, ils vont augmenter les taux d'intérêt, donc tout ce qui est les banques, centrales vont augmenter les taux d'intérêt. Vu qu'ils augmentent les taux d'intérêt et bien habituellement, donc ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent, donc il y a eu aussi une baisse des investissements. Il y a une diminution, de la production, on va dire ça comme ça. Les entreprises de construction, par exemple, qui disent: «Bon, le taux d'intérêt il est bon, on va construire t au X nombre de blocs, X nombre d'appartements, X nombre d'usines», peu importe. Bah, là, le taux d'intérêt est tellement élevé que ça coûte plus cher d'emprunter. Le cost donc est différent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va baisser un petit peu la production. Je baisse la production. Pourquoi? Bah, donc là, j'ai des employés qui se tournent un petit peu les pouces. Je fais des coupures. On le disait, je fais des coupures, ces gens-là n'ont plus d'argent, ils diminuent leur consommation, donc la demande diminue, augmentation du taux de chômage, la roue elle revient, diminution des revenus, perte d'emploi, et cetera. Donc faut briser ça avec après la Fed va rebaisser les taux, restimuler l'économie, et cetera. Là, à date, on n'y est pas encore. C'est vraiment il y a pas de récession, de crise économique. Ce qu'on parle, c'est vraiment il y a une guerre qui se passe et le prix du baril vient d'augmenter. Donc à ce moment-là, il y a aussi beaucoup de suppositions, les médias qui font des gros titres, les conférences avec les hommes politiques, les femmes politiques, ça arrive, ça fait partie du jeu. Il y a une stat que j'aime beaucoup vous donner, je l'ai déjà donnée dans plein de podcasts, dans des peu importe où est-ce que je suis passé. En 2020, pendant la crise donc de la Covid, vous vous souvenez, déjà 6 ans, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards, soit plus qu'au cours de la dernière décennie. Donc de 2010 à 2020, la fortune des milliardaires avait augmenté de 200 milliards. Et juste en 2020, grâce à la crise, en quelques mois, en une année, leur fortune, elle a augmenté de 236 milliards. Donc imaginez-vous à quel point les crises profitent aux riches. Si vous regardez Quantitative, quelque chose comme ça, c'est où est-ce qu'on voit les achats et les ventes des membres du Congrès américain, du Sénat, des hommes et des femmes politiques et on s'aperçoit en fait à quel point sont souvent bien timés. Mettons, ils vont acheter telle compagnie, puis quelques semaines après, la compagnie obtient un contrat avec le gouvernement des États-Unis, puis la compagnie, elle skyrocket, puis le prix explose. Il y a des délits d'initiés, et ça fait partie du jeu. Donc une autre statistique que j'aime beaucoup, la firme CXO, donc une firme d'analyse, a analysé 6 582 prédictions de plusieurs experts financiers. Donc pas de 6 582 experts financiers, non, d'une panoplie d'experts financiers qui, eux, avaient fait plusieurs prédictions au cours de 2005 à 2012. 46 se sont avérés inexacts. Donc en fait, on va dire un sur 2, OK? Donc des experts financiers qui passent leur vie à étudier les finances, qui ont sûrement des MBA, qui ont sûrement des bacs en finance et tout un tas d'autres titres, qui font des lunch and learn entre eux, qui vont faire des 5 à 7 en train de parler de finances. Ces mecs-là, une chance sur 2 de se tromper. C'est vraiment un pile ou face, on s'entend avec ça. L'expert financier qui a prédit la crise des années 70 est arrivé au dernier rang de tout ce panel d'experts financiers avec un taux de prédiction de 20,8%. C'est pour ça qu'on dit une horloge brisée donne quand même la bonne heure 2 fois par jour. J'aime aussi beaucoup cette expression-là. Donc, quand vous allez voir des experts et vous voyez que je n'en suis pas un, je ne me considère pas comme un expert, au contraire, je ne fais pas de prédictions ou quand je fais des prédictions, je n'ai pas d'assurance. Je vais souvent dire, par exemple, j'ai une théorie, pour moi, c'est que les crises que je vais vous dire tout de suite, par exemple, on dit la durée d'une récession varie. En moyenne, elle dure 11 mois
et on dit les corrections boursières, donc 10 à partir du sommet, surviennent aux 18 mois. Là, on est à 5 points quelques pour les US, puis on a dit 7-8 Canada internationaux. Moi, j'ai une théorie, c'est que les crises vont survenir de façon plus rapprochée. Pourquoi? Parce qu'on a accès de plus en plus à de l'information et on peut le faire nous-mêmes. On peut vraiment acheter et vendre nous-mêmes, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Donc, ma théorie, c'est que ça va continuer d'arriver, des 10 des récessions, des 20 30 des crashs, mais qui vont être plus rapprochés que une récession. Ça dit que c'est aux 10 ans à peu près qu'il y a une récession qui survient. Moi, je pense que ça va être peut-être plus des flash crash, donc ça va arriver d'un seul coup, rapidement et ça va remonter. Comme à la covid, ça a duré seulement quelques mois. Les tarifs douaniers, donc ça c'était en 2020, les tarifs douaniers en 2025, ça n'a pas pris 10 ans de rechuter de 20 ça a pris 5 ans. Ben, les tarifs douaniers en 2025, c'est venu, c'est parti et en 2022, je vais reprendre mon tableau. En 2022, on a eu aussi une autre petite crise. On a même fini l'année en négatif. En 2022, on a eu une crise de moins 22. Non, c'était en 2025. En moins 27 en 2022. On a eu une crise de petite chute de moins 12 en 2023. Donc si on calcule, si on prend 2020, on a chuté de plus 20 2022, on a chuté de 27 2025, 22 je veux dire en 5 ans, puis là on n'y est pas, mais en 5 ans, on a chuté 3 fois de plus que 20. Théoriquement, on aurait dû chuter une fois en 10 ans. Donc je pense que à date, ça fait 6 ans que j'ai cette théorie-là, que ma théorie à date, s'en vient bien. Est-ce que j'en suis certain? Non, ça reste une théorie, puis c'est selon un peu mes pensées qui sont peut-être très limitantes. Hem, Ensuite, on l'a dit, période de récession en période de crise. Ce que nous ne sommes pas encore en 2026, au mois de mars 2026, le 20 mars, ou à la date à laquelle j'enregistre cet épisode. Nous n'y sommes pas, mais que faire si jamais ça se rapproche? Le but, oui, c'est l'investissement, c'est pour faire de l'argent. On s'entend, le nom le dit, j'investis, c'est pour avoir du rendement, c'est pas pour perdre de l'argent. Par contre, il y a aussi, je pense, le bien-être et la santé mentale qui sont tout aussi importantes en investissement. Donc, si jamais vous capotez, ça vous fait de l'anxiété, formez-vous un petit peu plus. Vous allez voir que des fois, que de la formation et de l'information, bah, ça vient nous apaiser. Je fais une comparaison. Moi, j'ai une phobie de l'avion, mais j'essaie de lire de plus en plus, de m'abonner à des pages par rapport à l'avion pour comprendre ce que c'est les turbulences, les statistiques de crash qui se passent pendant les turbulences et cetera. Puis plus on comprend ça, plus les pilotes, qui font maintenant des super bonnes jobs là sur les réseaux sociaux d'expliquer, que, bah, c'est très peu probable, que oui, c'est le plus parce qu'on nous dit souvent: «Oui, mais l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde». Ouais, OK, mais donne-moi en plus. Puis là, bah, il y a des gens qui font des guides maintenant. Il y en a un que je suis qui s'appelle, Rudolf. Et lui, bah, il te fait visiter le cockpit, il t'explique c'est quoi les boutons, c'est quoi le comment ça marche les turbulences, c'est quoi les est-ce que les trous d'air ça existe et non? Donc comment ça fonctionne? Qu'est-ce que l'avion il peut encaisser comme dégâts, comme pertes, les moteurs, le fait de planer, bref. Et avec l'investissement, c'est pareil. Au début, on connaît pas ça, on voit juste le graphique, on voit TVA Nouvelles, on voit, RDI Économie, puis oh my god, on a perdu 10 puis il y a la guerre, puis là ça va mal, puis là l'or est à son plus, il y a eu une crise de 30 sur l'or. Oui, mais il vient de prendre 100 le dernier mois, donc quand on remet en perspective, c'est pas les vrais chiffres là que je viens de dire, mais juste pour donner une idée. Quand on remet en perspective, on fait que ça nous apaise un petit peu. C'est pour ça que je dis tout le temps: dézoome. Quand tu regardes le graphique, que tu vois la grosse chute, dézoome. Tu vas voir que quand tu dézoomes, quand tu vois la plus grosse, le big picture, tu vois qu'on est sur des tendances haussières. Donc ça nous permet de rationaliser. Par contre, vous avez, je l'ai dit, 3 choix. Un, c'est sortir ses investissements, qui n'est pas la bonne façon puisque, bah, vous les sortez souvent à perte, hein. C'est dommage de sortir ses investissements quand ça chute. Ça, c'est le 1er choix. Le deuxième choix, c'est juste d'arrêter de contribuer, d'arrêter d'investir jusqu'à une reprise. Mais la reprise est quand? Je vois aussi beaucoup de monde sur les réseaux qui disent: «Ah moi je garde mon argent en cash, je suis à 50 en cash, j'attends la chute». Puis je l'ai dit la fois passée, c'est quand la chute? Souvent ces gens-là n'ont pas de plan, n'ont pas de plan pour dire: «Parfait, on est là, la chute c'est quand ça va atteindre tel, prix ou tel chiffre sur mon graphique. Là je vais commencer à injecter». Là maintenant je vais injecter 10 de mon portefeuille, ensuite un 20 puis ensuite si ça redescend, je vais attendre. Souvent ces gens-là ont pas de plan parce que c'est tellement difficile à prédire et les
Les statistiques nous le disent, les gens qui restent sur le banc de touche, qui essayent de timer le marché sont perdants. Il y en a qui font beaucoup plus de gestion active et encore là, le nombre de temps qu'ils passent à essayer de timer le marché, si ça fonctionne, c'est le temps incalculable perdu qu'ils ont fait plutôt qu'ils auraient pu rester investis, c'est fou. Après, il y en a qui sont passionnés puis qui aiment ça faire ça, fine, je comprends. Donc deuxième choix, je l'ai dit, arrêtez d'investir jusqu'à la reprise et le troisième choix que vous avez, c'est je fais comme si de rien n'était, je continue à investir. Puis je vous ai toujours parlé du petit choix bonus que j'aime bien, le numéro 4. C'est ce que je fais présentement pour le mois de mars. Je me suis dit: «Je vais essayer de couper un peu partout». J'aime beaucoup manger des steaks, j'ai coupé les steaks pour le mois de mars. Je me suis dit: «Au lieu de dépenser 100 pièces mon steak à chaque fois, je vais pas manger pour le mois, je vais attendre, je vais faire attention. On va moins faire de resto et cetera», même si j'en fais pas beaucoup parce que ce surplus-là, je veux l'investir parce que c'est à rabais. Qu'est-ce que les études nous disent sur l'investissement en période de crise? Fidelity a fait une magnifique étude qui dit que les investisseurs qui ont continué d'investir pendant la crise de 2008, eh bien, 10 ans plus tard, en 2018, ils avaient un portefeuille valant 2,5 fois plus que ceux qui avaient arrêté d'investir entre 2008 et 2010. Vous imaginez que Fidelity Investment est probablement le plus gros fonds avec Vanguard et BlackRock. Je pense que Fidelity est même plus gros. Eh bien, vous imaginez tout ce qu'ils ont comme information, le data qu'ils ont pour faire ce genre d'études-là. Donc, si ceux qui ont arrêté d'investir, eh bien, ils ont été perdants. Vanguard disent que les investisseurs qui modifient leur portefeuille pendant les crises obtiennent en moyenne moins 2,8% de rendement comparativement à ceux qui ne touchent à rien. Donc vous voyez là aussi, si j'essaie de modifier, je vais acheter tel ceci, je vais modifier pour acheter plus de l'or, des commodités, de l'argent. Ah mais là, il y a un nouveau truc qui sent bien, je pense que je vais acheter cette compagnie-là. Ces gens-là, techniquement, font environ 3% de rendement en moins que ceux qui ne touchent à rien et qui continuent leur plan de match. Et ensuite, Goldman Sachs qui dit que les investisseurs qui tentent de profiter des crises en ciblant des entreprises fragiles obtiennent des rendements inférieurs à ceux qui investissent dans des compagnies solides et établies. L'étude complète, il parle beaucoup aussi de penny stock, donc des compagnies qui deviennent en dessous de 1 $ et que les gens essayent de dire: «Ah, ça vient de chuter, il y a des grosses crises, je vais acheter ça». Il y a des compagnies qui ne se relèvent pas, ou très, 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 très tard. Donc il y a un coût d'opportunité d'investir dans ces compagnies-là puisqu'à un moment donné, eh bien, malheureusement, notre argent ne travaille pas pour nous. En fait, notre argent, il descend, 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 alors qu'on aurait pu le mettre dans quelque chose de plus fiable, des fonds indiciels, ce genre de choses-là. Et que oui, on n'aurait pas fait des 50% par année, mais que notre argent aurait fait de la croissance petit peu par petit peu. C'est ce que je recommande. Ce qui est aussi intéressant, au mois de mars, les indices sont un peu vers le bas. Je pense que depuis le début de l'année, vous voyez le S&P 500 depuis year to date est à moins 4,65%, ce qui n'est pas énorme. Mais que même si la bourse commence mal, elle peut terminer correctement. Je vous donne quelques exemples. En 2020, on a descendu jusqu'à moins 23% sur les marchés et pourtant on a fini l'année à 16%. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce moins 23 à 16%, donc la chute et versus la reprise, ça c'est si j'avais mis de l'argent au début de l'année, le 1er janvier, ça a fait quoi? Mais imaginez si vous aviez continué d'investir pendant cette crise qui vous amène au moins 10, 15, 20, 23%. Moi, c'est ce que j'ai fait à la Covid. J'ai continué d'investir malgré tout. Et donc, j'ai fait beaucoup plus que 16% à la fin de l'année, puisque j'ai continué d'investir malgré les baisses ou malgré les hausses. Mon plan n'avait pas changé. En 2009, on a chuté de moins 16%, donc en 2009 quand on a commencé, et on a fini l'année à moins 24%. Gardez en tête une chose, 62% du temps, si vous investissez un mois de temps, 62% du temps, vous êtes en gain et 38% en perte. Si vous investissez sur un an, on passe de 62 à 75% de chances d'avoir des gains. Si j'investis sur une période de 5 ans, j'ai 89% de chances de faire des gains. Et si j'investis sur 10 ans, donc chaque période de 10 ans depuis 1900, il n'y a pas une seule période comme ça, eh bien c'est 95% de chances de faire des gains. Et en 15 ans, eh bien, c'est 99 point quelque chose pour cent de chances que votre investissement soit positif. Donc imaginez de se dire qu'il n'y a aucune période de 15 ans qu'on prend depuis 1900, qu'on sépare des tranches de 15 ans, il n'y en a pas qui soient vraiment négatives. Et comme je le disais, nous, c'est encore plus fort parce que nous, on continue d'investir. Donc,
Parce qu'il y a le fait, j'ai déposé 1 000 $ puis je prends sur 15 ans combien j'ai fait, c'est une chose. Mais imaginez, j'ai déposé 1 000 $ et à chaque mois, chaque année, je continuais d'investir, même si c'est en hausse, même si c'est en baisse. Donc notre coût devient vraiment on égalise notre coût et on devient gagnant à la fin. Donc je vous encourage, bien entendu, à continuer. S'il y en a qui veulent modifier leur portefeuille, bah, il existe des secteurs défensifs. Les secteurs défensifs ne veut pas dire que ça va terminer en hausse. C'est juste que c'est des secteurs qui continuent de fonctionner malgré les crises, malgré, les guerres et cetera. Puis j'en ai déjà parlé des secteurs défensifs dans mes vidéos avec Walmart, je pense, j'avais une vidéo, un podcast là-dessus. Donc on a le secteur de la santé. Si vous voulez investir dans le secteur de la santé, il y a un fonds qui s'appelle XHC. 72 est aux États-Unis, 7 en Suisse et il a fait environ là 10-12 sur les 10 dernières années. Ensuite, il y a les biens de consommation de base. J'ai fait une vidéo sur ça, sur XST. Donc vous irez le voir, je ne sais plus c'est quel épisode, mais vous pouvez juste taper dans ma chaîne, biens de consommation, consommation de base, quelque chose comme ça, vous allez le trouver. Et il a fait 14 en 10 ans. En fait, ce que je vais faire, mes chers, auditeurs, je vais vous dire c'est quel épisode. Comme ça, vous allez pouvoir, aller les regarder. Donc, pour, Walmart, je ferai une vidéo sur la santé, mais, pas tout de suite. Pour Walmart, c'est l'épisode 22, si vous voulez voir l'épisode sur Walmart. Si vous voulez aller, sur, les biens de consommation, c'est où ça? Mmh mh. C'est l'épisode 28 pour les biens de consommation de base. Ensuite, vous avez, pour le secteur défensif, vous avez aussi les consommations discrétionnaires qui s'appellent XCD. C'est l'épisode 31. XCD, c'est 57 US, 12 Japon, 8 Chine, 9,5 de rendement en 10 ans. Ensuite, vous avez le secteur agroalimentaire qui s'appelle COW, C-O-W. Et vous avez aussi le service aux collectivités qui s'appelle XUT. Et ça, bah, c'est tout ce qui est, électricité, services publics et cetera. Donc ça, c'est les secteurs défensifs pour les gens qui disent: «Eh bien, je veux modifier mon portefeuille ou je veux être un peu plus sécuritaire dans mon portefeuille». Ça reste quand même 100 action, donc il y a pas d'obligation là-dessus. Donc soyez quand même, très prudents, c'est pas pour, n'importe qui. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu ça qui se passe sur les marchés. Je vous dis comme je vous dis tout le temps, préparez-vous un plan, gardez-vous un portefeuille, puis si vous voulez faire des moves, faites-le avec un léger pourcentage de votre portefeuille. Il y a des coups de chance en bourse, bien entendu, j'en ai eu, effectivement, où est-ce qu'on réfléchit pas, on le fait. C'est pas tout le temps que ça arrive, c'est pour ça qu'on appelle ça de la chance. Je vous dirais formez-vous, informez-vous, il y a plein d'autres podcasts, il y a plein d'infolettes, il y en a plein, je suis pas le seul, donc continuez à même les groupes Facebook, prenez-en, surtout sur les gens qui disent: «Ah, investis là-dedans, ah, fais ça, ah, tu devrais faire ça». Et c'est pas parce que la personne écrit bien puis qu'elle l'a refait sur ChatGPT que c'est la réalité. Donc soyez prudents et puis, comme vous le savez, là, si jamais, vous désirez consultation privée, j'ai des programmes en ligne aussi. Je préfère, beaucoup plus parler avec les gens directement. Donc, je le fais ici, devant mon ordinateur, donc si jamais vous voulez prendre des consultations privées, eh bien je reste disponible pour, les liens sont dans la bio et cetera. Donc, si jamais il y en a qui veulent venir sur le podcast également, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Hem, je ne vise pas à inviter des gens, célèbres ou autres. Comme, je l'avais cité la fois passée, Pierre-Yves Maxwin, ce serait cool. J'aimerais ça avoir une conversation avec lui, mais dans le sens que c'est pas ça que je vise pour mon podcast. Je veux monsieur madame tout le monde qui vienne nous parler, nous jaser, puis qu'on ait des bonnes discussions. Donc si c'est votre cas, eh bien, je vous invite, à venir et puis on se reparle, à bientôt, on va suivre les marchés. Je vous ferai un petit recap dans un mois à peu près là, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec la guerre et cetera. Donc là, il y a plus de tarifs, on n'entend plus parler. L'année passée, c'était les tarifs, là, on n'y est plus dans les tarifs. Mais, voilà, donc je vous souhaite une belle journée, bon week-end et bon investissement.